Ras Nkamo, bonjour. Bonjour, C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Digital Profile. c'est un privilège pour moi de pouvoir être là, présent dans ces studios. Vous allez bien? Comme un charme, on est au paradis, on fait ce qu'on veut, c'est beau, on Alors, est bien. j'aime bien cette phrase que vous utilisez tous les jours. Alors, qui est Ras Nkamo? Ras Ngamo, c'est un Camerounais qui a eu le privilège de naître dans un environnement où le son et l'art en général a été à la base de son éducation et qui est passionné de son, qui perçoit le monde par les vibrations du son et qui se sert du son comme l'un des supports de base pour sa perception et son expression de la vie. Justement, on vous reçoit aujourd'hui en tant qu'ingénieur de son. Oui. C'est quoi ce métier? En gros, s'il faut le décrire. Quand on dit ingénieur de son, c'est très générique. En réalité, le métier d'ingénieur de son englobe plusieurs spécificités différentes. C'est-à-dire qu'un ingénieur de son va intervenir, généralement, c'est quelqu'un qui va être responsable du son dans le cinéma, dans la musique, la radio, la télévision, le théâtre, les jeux vidéo et plein d'autres choses encore. La sonorisation, les boîtes de nuit, DJing et tout ça. Vous faites particulièrement du sound design, Ouais, de l'image au son, du son à l'image. ouais. Ça consiste à faire quoi exactement? Je crois que ça englobe aussi tellement de choses, ce secteur-là qui est Oui, votre spécialité. disons que j'ai d'abord une formation de technicien de son. Et à côté de ça, s'ajoute le volet technico-artistique qui concerne notamment le fait de pouvoir proposer des univers sonores en fonction des besoins qu'on peut avoir au cinéma ou au théâtre, ou même carrément pour des personnes qui aimeraient faire des lectures sonores publiques, ou encore proposer des sons pour des environnements. Par exemple, quelqu'un peut faire un défilé de mode et je suis contacté pour pouvoir proposer un univers sonore dans lequel le défilé va se passer. Donc, le sound design, c'est vraiment comme peindre, faire de la peinture, mais avec les outils du son. Alors, avant votre formation, justement, vous avez toujours été au contact de tout ce qui tourne autour du son. C'est une passion que vous avez portée avant de décider de vous faire former, justement pour avoir la technique qu'il faut pour accompagner cela. Tout à fait. Mais à quel moment est-ce que vous sentez que vous voulez faire carrière dans le son? Bon, faire carrière dans le son, disons que très jeune, je dis tout petit, j'ai été en contact du son parce que j'avais la grâce que dans ma famille, la musique, c'était très présent. Donc, à peine j'étais conscient que j'existais, qu'il y avait des concerts dans ma chambre et tout cela. Mais je me souviens quand même que en classe du cours élémentaire 2, j'étais extrêmement préoccupé par l'impact des choses au-delà de 200, 300, 400 ans. Ce qui fait que c'est un moment particulier où j'ai commencé... Au cours élémentaire 2, c'est quand même tôt pour avoir ce genre de préoccupations. Quand on est dans un environnement où les gens sont conscients un peu tôt, il y a des types de conversations qui, qu'on le veuille ou pas, en tant qu'enfant, ça nous bouscule. Je me souviens des chansons qu'on a fait ou que j'ai écouté des grands frères chanter qui parlaient de la guerre du Liban. Et au cours élémentaire 2, j'entendais déjà les gens discuter sur la guerre du Liban. J'entendais des gens écrire des chansons, ou je vais dire mes aînés, écrire des chansons et discuter de la position de l'homme noir dans l'histoire, de tellement de choses qui font que très tôt, il y a certains types de questions qu'on se pose. C'est quoi l'impact des actes que je pose sur 200, 300, 400 ans? Et c'est une des choses qui m'a fait commencer à me demander si on enregistre plus régulièrement les choses qu'on fait, peut-être que ça peut être utile à très long terme. Et je crois que c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire mes premiers enregistrements radio sur les cassettes et tout ça. Et plus tard, quand j'arrive à l'université, je suis préoccupé par beaucoup de choses en rapport avec la place de l'archivage, la place de sauvegarder la mémoire. Et comme j'avais beaucoup d'aptitudes en ce qui concerne la musique et les instruments de musique, donc mes premiers contacts avec les studios, c'est je veux enregistrer, mais je veux comprendre comment ça fonctionne. Donc,
J'ai eu beaucoup d'aînés autodidactes qui m'ont donné des conseils, que j'ai vu travailler. Ça m'a inspiré à pouvoir aiguiser et mieux comprendre, me former pour aller un peu plus loin dans l'expression de cette aventure du son. Justement, quand on entend ingénieur de son, c'est très technique. Mais dans votre cas, c'est une technique que vous avez voulu acquérir pour accompagner l'art. Parce que vous êtes technico-artistique. Pas, Oui, vous n'êtes pas juste un technicien. disons qu'un ingénieur C'est de ça son votre est toujours, oui. particularité. Mais disons qu'un ingénieur de son est Et toujours un vraiment, artiste. est toujours confronté à des choix artistiques parce que euh, quand on parle de l'ingénierie, on parle quand même de la capacité à créer des choses, à inventer des choses, à créer des solutions à des moments complexes. Or, le technicien de son va avoir affaire généralement à des choses en rapport avec l'acoustique, les fréquences, la compression, la reverb, traiter le son ou créer un univers sonore qui va être proche de l'écoute naturelle. Quand nous parlons, généralement, on oublie qu'il y a un transfert. Le son part de ma bouche vers votre oreille, mais il y a de l'air qui bouscule les molécules, qui fait des compressions, qui réduit beaucoup de choses pour qu'on ait une écoute claire. L'ingénieur de son, généralement, est confronté à quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire que quelqu'un tient un micro, il parle, mais parler dans un micro, c'est comme si on a collé une bouche à votre oreille et qu'on parle directement. Ça peut être très agressif. Donc l'ingénieur de son va essayer de créer cette distance naturelle en coupant les fréquences qui sont agressives entre le micro et votre oreille. C'est ce qu'on va appeler l'égalisation. Enlever les fréquences qui embêtent. Il va essayer de créer de la distance, parfois en mettant des reverbs pour spécifier un milieu dans lequel la conversation se passe. C'est tout cela qui renvoie à l'ingénierie. Et parfois, en fonction de l'intention qu'il veut donner, il va choisir tel effet de reverb ou tel effet spatial pour pouvoir créer cette distance qui finalement va donner le côté naturel. Justement, et toute cette technique, toute cette expertise que vous exprimez, vous l'avez acquérie en professionnalisant votre passion, en vous formant notamment. Oui, en me formant. Quel a été justement le parcours ou la transition entre celui qui aime juste le son comme ça et celui qui maîtrise maintenant tous les outils qui vont avec? Le parcours a été, dans un premier temps, je vais mentionner quelqu'un qui a été très présent pour moi. C'est papa Henri Fongan, qui avait un studio de production chez lui, à Ngouaikele, à l'époque. J'étais en fac et donc je passais beaucoup de temps avec lui, à le voir travailler. Et chaque fois que je le voyais travailler, j'avais comme des préoccupations qui étaient plutôt intuitives sur la manière avec laquelle on enregistre quelqu'un, comment on capture un son. Et tout cela me poussait à me poser des types de questions. C'est que pour bien enregistrer ou pour bien attraper un son, il faut pouvoir se taire pour écouter. Et il y a eu beaucoup d'expériences comme ça qui ont aiguisé ma passion. Mais après, il y a eu un moment clé qui est celui de me rendre au CFPA, l'ancien CFPA, l'école de la CRTV, où j'ai fait mes classes, on va dire, l'école. Et c'était pour moi comme quelqu'un qui fabrique les voitures au quartier et qui a un stage dans une entreprise où on fabrique les voitures. Donc, j'étais plus précis parce que j'avais pu acquérir des connaissances qui me permettaient dépoussiérer, d'enlever ce qui était superflu dans ma manière d'aborder le son par tâtonnement dans mon home studio à la maison plus tard. Et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps dans la démarche qu'il fallait. Mais une des choses qui m'a toujours beaucoup marqué dans ce que nous avons appris au CFPA, c'est un aîné qui disait que le métier du son et les technico-artistiques, l'aîné en question, il s'appelait Monsieur Ngoumou, et qui disait que le son et les technico-artistiques, dont il y a une partie qui est technique,
mais il y a la créativité de celui qui fait le son. Et comme moi, j'étais musicien, sensible à beaucoup de choses, parfois, je pensais que le corps peut être une percussion. Et je l'ai expérimenté en voyant des gens jouer du corps, ou en jouant moi-même de mon corps, ou en jouant de ma bouche. On peut faire un son de tout, finalement. On peut faire du son avec tout. Et donc, tout cela m'a poussé à être un peu plus curieux, à utiliser les outils de son, à essayer d'enregistrer ces choses sur moi-même ou autour de moi. Et je pense que ça a contribué à beaucoup expérimenter, finalement, toutes ces théories, entre guillemets, autour du son. Et là, on est en 2006, je crois. Oui. Au CFPA, c'est la fin. Le centre de formation professionnelle audiovisuelle de la CRTV. Oui. Parlez-nous de votre premier projet, justement. C'était avant 2006, c'est-à-dire lors de la formation ou après? C'était avant. Votre premier projet de le premier projet où j'ai l'impression que je suis à fond dans le son et tout, c'est avec un ami et collègue, artiste, Landry Mbassi, avec qui nous allons mettre en place un collectif qui s'appelait Onomartopée. À cette époque, j'ai un home studio dans ma chambre d'étudiant et je passe beaucoup de nuits à essayer d'expérimenter les questions que je me pose sur le son. Je suis pas encore au CFPA à ce moment-là. Et avec Landry, nous allons mettre en place un collectif qui s'appelle Onomartopée, comme des onomatopées. Mais c'est onomartopée, comme artopée. Et dans ce collectif, lui, il s'occupe de tout ce qui est installation mécanique, physique, visuelle et tout. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est installation sonore. Et notre premier projet, c'était Garage, dans lequel on présentait l'homme comme une automobile qui, généralement, tombe en panne et a besoin d'aller dans un garage pour se faire soigner. Et donc, nous avions fait des installations qui donnaient quelque peu des étapes de cette production. On avait une installation qui était la léthargie, l'état dans lequel l'homme subit toute chose et s'endort. Il y avait le cauchemar qui marquait la fin du sommeil. Et il y avait le temps de la réflexion qu'on a appelé l'âge et le temps de l'ouvrage où on acte après avoir décidé de faire un certain nombre de choses. Et il y avait un dernier qui s'appelait Armature, qui était la dernière installation sonore qui donnait. Je me rappelle bien que là-bas, j'avais fait des samples de voitures très, très bien importantes qui roulaient sur une voie bien, donc c'était très relax. Par contre, toutes les personnes qui ont passé... Pour arriver à un projet comme celui-là, quels sont les outils du son que vous arrivez ou les techniques que vous arrivez pour obtenir le résultat que vous nous expliquez, que vous nous décrivez, parce que là, on ne peut qu'imaginer. Oui, l'une des techniques que j'ai beaucoup utilisées, par exemple, dans Léthargie, j'ai fait beaucoup de prises de son. Et tenez-vous tranquille, toutes les personnes qui ont dormi à côté de moi et quand j'étais éveillé, j'ai dû les enregistrer en train de ronfler. D'accord. Et donc, chaque fois que quelqu'un, même si c'est vrai qu'à ce moment-là, les téléphones portables n'étaient pas très vulgaires. On est en quelle année déjà? On est en 2002-2003. Donc, quand quelqu'un dort à côté de moi, la probabilité d'être enregistré, que je l'enregistre quand elle ronfle, est presque égale à 1. C'est-à-dire que j'ai enregistré beaucoup de personnes qui dormaient chez moi parce que c'est une période où j'ai des artistes passés au studio, travailler parfois. On travaille tard, donc quand il dort, je l'enregistre. Mais après, son ronflement, je vais utiliser. À l'époque, j'utilisais, je crois, un logiciel qui s'appelait Cool Edit Pro que j'ai utilisé pour distordre ces sons-là de manière à parfois agencer, mixer les ronflements de voitures. J'espère qu'ils ont eu des droits d'auteur pour leur ronflement que vous avez utilisé. Non, ils étaient juste du matériau vibrant qui était un son. Est-ce qu'ils sont au courant qu'on a utilisé leur ronflement quand même comme son dans un projet? Je crois, je les ai parlé parfois de ça. Mais c'est un peu comme si on enregistrait un coq qui chante. Est-ce qu'on paye les droits d'auteur au coq? Ou alors quand on enregistre une ambiance sonore dans une rue, on ne paye pas de droits d'auteur. Pourtant, il y a du vivant qui émet des belles vibrations sonores qui répondent à certaines de nos attentes. Donc, c'était mélanger ces ronflements avec des ronflements de voiture qu'on voit entre la voiture et l'humain, ce type d'entre-deux, quoi. D'accord. Ça fait plus de 2 décennies que vous baignez dans ce monde-là, de tout ce qui tourne autour du son, avant et après la formation. Mais comment se passe une journée type d'un ingénieur de son?
En fonction du projet, c'est délicat. L'ingénieur de son, je dis pas, une journée type pour moi, quand je dois par exemple faire le son d'un film qui parle du raffia, par exemple, la journée type va commencer par essayer d'enregistrer les environnements sonores autour des marécages, parce que là, on peut avoir des raffias qui poussent, savoir comment est-ce que le vent s'abat sur les raffias, quel type de son ça donne comme univers. Donc, c'est sortir avec un enregistreur et quelques micros et aller dans la nature, essayer de choper l'effet du vent sur les feuilles de raffia. Et après, c'est au studio, pour le sound design, ça doit être préparer une session de studio pour enregistrer des instruments comme la sansa, le mvète, les calebasses fabriquées ou traversées, bref, des instruments qui sont fabriqués à partir de raffia et partis de là pour créer des sons. Je me rappelle, il y a un instrument avec le raffia qui est magnifique. C'est l'écorce de raffia avec une corde autour qu'on fait tourner au vent et ça fait un son comme et enregistrer tout ça et après essayer de passer à la phase de distorsion de ces sons en fonction des attentes ou de ce que j'aimerais pouvoir atteindre. Bon voilà, la plupart du temps c'est ça. Justement, en parlant de raffia, il y a un documentaire que vous avez réalisé il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Mais il y a quelques jours que je suis tombée sur ce documentaire sur Internet. C'est quoi l'intitulé déjà? C'était sur IRCD, quelque chose comme ça. Raffia On Man. Parlez-nous de la production, parce que tout a été fait avec du raffia. Et vous avez même créé des instruments oui, j'ai utilisé des instruments en rapport avec le raffia. Oui, disons que c'est un film qui a été fait par l'IRD, Yaoundé, réalisé par Joseph Funti, et qui connaissait un peu, qui a eu un peu assisté à certains de mes travaux et à certains de mes concerts avec le groupe Love and Life, et qui m'a dit qu'il aimerait bien que je lui fasse une proposition sonore dessus. Il m'a dit qu'il travaillait sur le raffia et je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Et je me rappelle que ce jour-là, quand il est venu au bureau, il y avait un mvète à côté de moi, j'avais une sansa avec du bambou et je lui ai dit, ce serait intéressant qu'on travaille sur des instruments qui sont faits à partir de raffia. Il m'a dit, lâche-toi. Donc, et ça a été des ballades de sansa avec du raffia ou alors certains riffs de mvète. Le mvète étant un instrument très présent dans la culture Mfambeti, mais aussi on trouve le mvète à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, qu'on appelle Nzankwa, chez les Banganté. Donc, je suis allé autour de ces instruments-là pour pouvoir proposer des univers sonores qui allaient dans le sens de célébrer cette plante qui sert à faire beaucoup de choses, bâtir les toits de maison, construire des cases, des chaises, des tables, des meubles. Donc c'est un peu l'ensemble de l'utilisation du raffia qui m'a invité à davantage le célébrer par les instruments qui sont faits par lui, le raffia. Vous vous baladez dans tellement d'univers. On quitte d'un objet tellement traditionnel comme le raffia à, je sais pas moi, à adopte du numérique, tout ce qui est moderne, tout ce qui est traditionnel, tellement d'univers, tellement de diversité. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? La découverte, l'inconnu, le risque, parce que ce qui reste très intéressant dans la démarche artistique, c'est que rien n'est figé en réalité dans la vie. Rien n'est figé. Il y a tellement de choses à découvrir parce que on est dans du vivant, on est dans quelque chose qui est très dynamique. À peine nous avons commencé cette émission que c'est déjà notre passé. Donc il y a cette dynamique et qui est très présente dans le son, qui est continue. Et en réalité, chaque projet, c'est la possibilité de vivre une expérience nouvelle qu'on n'a jamais faite. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine énormément dans l'art en général et le son en particulier. Je prends l'exemple, tous les jours se suivent, mais ne sonnent pas pareil. Quand on se réveille, le coq chante tous les matins, mais il ne chante pas exactement de la même manière. Et c'est très intéressant à chaque fois de se réveiller et de découvrir comment l'univers vibre pour nous dire bienvenue, il y a une expérience à vivre.
Vous découvrez un jour nouveau à chaque fois à travers le son. Vous vivez et vous vibrez au rythme des on sons. vibre au rythme de ça. Et puis je pense aussi que c'est un don de la vie de faire que, moi je pense que la vie m'a accordé la grâce de la sensibilité de ce média qu'est le son. Comme j'aime bien le dire, que cette vibration de la vie va juste prendre la forme du média qui est utilisé. C'est pour ça que parfois je parle de peinture sonore, parce que c'est à travers la vibration du son que j'exprime des choses. Mais quelqu'un qui travaille sur autre chose va donner cette vibration en créant une ligne de vêtements. Oui, on va y revenir justement dans la suite de notre entretien. En parlant justement de cette capacité à écouter, est-ce qu'il y a un exercice à faire pour travailler son ouïe à l'écoute? Oui, déjà, ce que je dirais dans un premier temps, c'est que l'écoute n'est pas une chose acquise pour tout le monde. La plupart des humains entendent. On entend, mais écouter, c'est disséquer ce qu'on entend. C'est avoir la conscience de ce qu'on entend, ou de la conscience de l'ensemble des choses qui constituent ce qu'on entend. Par exemple, quand on entre dans un marché, il y a tellement de sons, mais c'est plusieurs sons différents qui se mettent ensemble pour faire ce qu'on va dire. Ah, c'est le son du marché Mokolo. Ah, c'est le son du marché Nkululu. Mais c'est plusieurs sons qui créent cette ambiance sonore. Et pour les exercices qui sont à faire, c'est par exemple faire un rapport son de ce qu'on entend. Imaginez quelqu'un qui se lève le matin et il prête attention. À 4h30, il y a des oiseaux qui chantent. Les oiseaux qui chantent à 4h30 ne sont pas les oiseaux qui chantent à 5h. Ne sont pas les oiseaux qui chantent à 6h. Et la ville se réveille, donc il y a d'autres ambiances. Les bruits des casseroles ou des assiettes, les gens qui commencent à faire la vaisselle, les enfants qui parlent parce qu'ils vont puiser de l'eau à la rivière. L'ensemble de ces sons fait qu'il faut prêter attention, il faut écouter. Écouter, c'est entendre avec attention, avec précision. Puisque pour pouvoir peindre, il faut savoir que chaque élément naturel qui vibre est comme une couleur qu'on veut utiliser pour décrire quelque chose. En parlant de peinture sonore, justement, on y arrive. Comment procède-t-on pour la peinture sonore d'un poème, par exemple? C'est délicat. C'est comme... il faut bien sûr le temps de lecture. Comment est-ce que les mots résonnent en nous? Et qu'est-ce que ces mots nous suggèrent comme émotion, comme univers? Et maintenant, notre sensibilité et notre écoute va nous donner de se dire, ok, ce mot renvoie à, je sais pas, peut-être quelqu'un, je me rappelle un mot d'un poète que j'aime bien, Pantawa, qui dit, il y a un mot ou une phrase qu'il utilise dans un poème, Les Errants, où il dit, on ne lime pas le couteau pour couper les feuilles de tarot. Pour un villageois comme moi, qui a grandi dans l'univers des champs, en allant au champ, quand on dit ça, la chose première à laquelle ça me renvoie, c'est l'ambiance sonore des champs à Tsuko, pas loin de Bamaté, des oiseaux qui chantent. Et les chants de Tao. Tout cela apporte beaucoup de belles choses pour pouvoir travailler efficacement, pour pouvoir apporter quelque chose en plus de ce qu'on veut faire. Donc je pense que pour donner une orientation, il faut toujours discuter avec celui qui fait les textes, donc l'auteur dans un premier temps, mais aussi savoir quelles sont les intentions ou les émotions que portent les mots. Sinon, si je me fie uniquement au fait qu'il faille pour moi fabriquer des sons comme ça, seul c'est une chose, mais quand on collabore, il est extrêmement important de se dire, est-ce que les propositions sonores que je fais répondent aux attentes de l'auteur ou du réalisateur dans le cas du cinéma. Vous êtes également formateur. Alors, la question que je vais vous poser va être un peu, je vais
solliciter une réponse un peu plus méthodique parce que je veux savoir comment on procède pour avoir un son de la production à la post-production d'un film, par exemple. Long, très long processus. Juste les étapes clés. Hein. L'étape clé, la première des choses, c'est que pour un film, il faut commencer par recevoir le scénario, le lire, le dépouiller. Et c'est en dépouillant le scénario qu'on sait quels sont les environnements dans lesquels le film sera tourné, quels sont les dialogues, quel est le nombre de personnes ou de personnages qu'on a en fonction des scènes. Cela nous permet de savoir le nombre de micros qu'on utilisera, le type de micro qu'on utilisera. Et même cela nous implique de savoir le nombre de personnes qui travaillera avec nous pour la production. Et tout cela implique le travail de table, travailler avec toute l'équipe, discuter avec le réalisateur aussi, savoir quelles sont ses intentions, comment est-ce qu'il perçoit le son dans son film, quelles sont les priorités pour lui, pour parler des dialogues. Et quand ça va concerner le sound design, ça va être quels sont les univers dans lesquels son histoire se raconte au niveau sonore. Donc et après, ça c'est la phase de la pré-production, la préparation de la production. Et pendant la production, ce sera la mise en place de tout cela, avec l'utilisation d'une équipe de tournage, des micros-cravates, des perches, des mixeurs, des mixettes, des enregistreurs, des casques pour le technicien de son et pour le réalisateur qui écoute aussi. C'est tout ça dans la production. Après vient la phase où il faut dérocher, noter les sons qui sont enregistrés pour que, en post-production, quand on va mélanger ces sons, les mixer, les monter, qu'on sache quel son est approprié à telle image, ainsi de suite. Et en plus, au moment de la post-production, on va associer les sons qui ont été tournés pendant le film avec les musiques qui ont été créées pendant le film, les ambiances qui ont été enregistrées pendant le film. On va mixer, c'est-à-dire mélanger tout cela et donner la priorité en fonction la priorité à chaque son en fonction du besoin du réalisateur qui décide de l'orientation sonore. Mais l'important étant toujours de respecter la réalité selon laquelle les sons forts masquent les sons faibles. Et la vie n'est pas un ensemble de trop de sons forts, mais on va créer des étages de sons pour finalement mixer, masteriser pour la diffusion. Et c'est un univers qui n'a plus de secret pour vous parce que vous avez plus de 25 films, séries et films documentaires à votre actif. C'est cela? Oui, mais c'est un univers où on apprend tous les jours parce que on ne travaille pas seul, on travaille en équipe et on se remet en question tous les jours. La difficulté parfois dans notre environnement peut être liée au fait qu'on n'a pas toujours le temps de faire le son comme on le veut, surtout en post-production, parce que parfois on nous contacte mais on a la pression des délais, ce qui fait que tout ce qu'on aimerait faire, parfois on n'a pas le temps de le faire entièrement comme on le veut, mais on trouve toujours le compromis. Dans tous ces univers-là, racontez-nous l'anecdote la plus originale que vous avez déjà vécue lors d'un enregistrement, par exemple, ou alors lors d'un sound design en live. J'ai une anecdote qui est liée, c'est parti d'un tournage, en réalité. Nous faisions un film documentaire sur les mesures d'adaptation au changement climatique et nous avions fait le tour du pays, je crois 2 fois, dans le cadre de ce film. Et je me retrouve dans l'extrême nord du Cameroun, pas loin de Maroua, et nous essayons d'escalader une grande montagne qui domine la ville de Maroua pour enregistrer. Et pendant que nous faisons cette montée, je remarque qu'il y a un champ de haricots sauvages et que quand nous passons dans le champ, on a un son qui fait donc je demande à l'équipe de s'avancer et tout le monde va un peu plus vite et j'installe sur trépied un enregistreur qui pouvait enregistrer les sons d'ambiance et je fais des percussions avec ces
avec ces sons de haricots, dont je fais ces percussions, que j'enregistre, et qui plus tard vont me servir pour pouvoir, de base rythmique, pour une musique qui va accompagner ce film-là. Vous êtes tout le temps sensible à ce point, aucun bruit ne vous échappe. Disons, aucun son ne vous échappe. La distorsion. Vous arrivez à cerner, ici il y a quelque chose de différent, ici ça va m'être utile, alors que pour nous, le profane, ce bruit ne veut rien dire. Oui, au moment où on a passé l'initiation de l'écoute, qu'on a été avec des personnes qui ont une écoute avertie, on est presque, j'ai envie de dire, déformé. C'est ça qu'on appelle des formations professionnelles, mais qui vous aide dans votre domaine. Oui, parce que, pour moi, je trouve la musicalité. Je me rappelle, il y a un peu plus de 20 ans, j'avais une conversation avec ma maman. Maman à la cuisine à Banganté. J'entre à la cuisine, elle est en train de faire le hachou et puis le taro. Et je suis impressionné par la musicalité de sa cuisine. Elle pile le taro. Et je lui dis que, maman, ça donne envie de chanter sur ce que tu es en train de faire. Tu vois, elle me dit, toi avec le chant partout, la musique partout. Je lui dis non, mais parce que la musicalité de la cuisine était impressionnante. Mais cette sensibilité-là, on ne la perd pas si on exerce dedans tout le temps. Si on est tout le temps dedans. Et après, ce qui est intéressant, c'est que notre entourage, à force de nous voir nous exercer, prend l'habitude d'être connecté à cette réalité. Je prends un exemple. Chaque fois que je prends un taxi avec ma compagne, si le taxi a un mauvais bruit, elle attire mon attention. Oui. Elle me dit, écoute, on dirait que la roue arrière là est en train de faire une rythmique de parce que c'est une déformation qui déteint sur les autres autour de nous. Et c'est une réalité de notre passion. Est-ce que il vous est déjà arrivé de faire une erreur sur un plateau de tournage qui a donné suite à quelque chose de pas bien du tout au niveau du son? Oui. Laquelle? Il y a eu des moments où parfois on a fait un repérage, on devait jouer dans un environnement, sauf qu'on a fait le repérage à un moment où c'est calme. Et le jour où on vient tourner, on dit action, il y a un moulin à écraser qui commence. Et il faut aller négocier avec lui, ça fait du retard. Parfois, il y a eu des moments où, par exemple, je n'ai pas eu le temps de bien me reposer et je me trouve à percher sur un plateau. Et il y a des séquences où il faut bouger en même temps. C'est-à-dire que l'équipe technique doit se déplacer en même temps que les comédiens. Donc, il y a du mouvement. Et comme je ne me suis pas bien reposé physiquement, je ne suis pas prêt. Donc, je bouge avec le micro et parfois, je sens, c'est-à-dire en post-production, je me rends compte que quand je bougeais, mes mains tremblaient. Et ça a affecté le son. Et parfois, on a dû faire un travail de rattrapage qu'on appelle parfois doubler ses voix, les enregistrer de nouveau en studio pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Vous qui baignez dans ce milieu depuis pas mal d'années, à votre avis, qu'est-ce qui manque le plus aux ingénieurs de son camerounais? La formation. Mais depuis un moment, il y a une belle énergie qui se met en place. C'est que de plus en plus, les techniciens et les ingénieurs de son collaborent. Il y a des fédérations qui se mettent en place. Il y a vraiment des collaborations sur beaucoup de projets. De plus en plus, on commence à comprendre qu'on peut prendre le son sur le terrain, laisser que quelqu'un d'autre le monte et laisser qu'un troisième le mixe et qu'un quatrième fasse le mastering. Parce que le plus, quelqu'un disait que la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Et comme aucun maillon ne va être faible, plus on emploie des gens à chaque niveau, plus on est sûr d'être exigeant à chaque niveau. Et je pense que c'est une force qui à long terme va être fondamentale pour l'ingénierie du son au Cameroun, d'une part. D'autre part aussi, je pense que dans la chaîne audiovisuelle, il est important que les producteurs audiovisuels comprennent que le temps qu'ils donnent à la production quand ils tournent, à vouloir avoir un plan magnifique,
parfait n'est pas toujours à négliger quand il faut prendre du bon matériel son, donner le temps pour une bonne production sonore ou pour la bonne création des musiques, de l'habillage sonore, du sound design sur les films. Généralement, c'est « ouais, mon film, là, oui, on a fini, il faut mixer vite pour que ça parte. Donner un peu plus de temps en post-production, je pense que ça permet qu'on ait des bons films. La plupart des collègues qui mixent, que j'ai vu mixer ou que j'ai vu faire des musiques sur les films, généralement, beaucoup se fait un peu sous haute pression, quoi. Il y a un problème de temps. Je pense que c'est un manquement. Est-ce que c'est un métier qui nourrit son homme? Est-ce que le jeune qui a envie de se lancer véritablement dans ce métier aujourd'hui peut vivre exclusivement de ça au Cameroun? Je pense qu'il pourra vivre exclusivement de ça au Cameroun. Je dis pourra parce qu'il y a une belle dynamique de structuration des métiers de l'audiovisuel au Cameroun depuis un moment, surtout pour ceux qui ne travaillent pas forcément dans les boîtes parapubliques qui sont des fonctionnaires du son, comme j'aime bien les appeler, et ceux qui sont tout le temps, les freelances, c'est quand ça tourne, eux, ils ont du travail. Mais quand ça ne tourne pas, c'est un peu plus difficile. Mais je pense que depuis quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a une vraie dynamique de professionnalisation des métiers du son en général, que ce soit au niveau de la sonorisation ou dans le milieu cinématographique. De plus en plus, il y a une vraie discipline qui se met en place et les techniciens de son et même d'autres disciplines se mettent en syndicat pour mieux structurer la filière. D'accord. Donc pour le moment, on ne peut pas véritablement vivre de ça, mais on est en train d'aller vers là. On vivra de ça. On est mieux en freelance ou en tant qu'employé? Tout dépend des ambitions de chacun. C'est comme il y a des personnes qui n'aiment pas le risque. Elles vont vouloir être employées dans une boîte et faire le son de façon ennuyeuse. Parce que je pense que la plupart des boîtes utilisent les preneurs de son dans une approche très mécanique. Le côté artistique est parfois très étouffé. Et donc, les gens vont travailler comme des machines. Ils vont très vite s'ennuyer. Donc, ils vont aller au boulot, pousser des boutons. Mais la demande, la plupart du temps, dans les télévisions en général ou les radios, en termes de créativité pour les techniciens de son, c'est très réduit. Par contre, en dehors, c'est un peu plus dynamique. Ça donne envie de vivre quelque chose, d'avoir des sensations fortes à cause du son. Quel conseil donneriez-vous à une personne, à un jeune qui souhaite embrasser cet univers-là, à vivre de ça, pas uniquement pour sa passion, mais à en vivre? La première des choses, ce serait qu'il soit patient, qu'il soit à l'écoute, qu'il se forme, qu'il essaye de se rendre disponible le plus possible auprès des personnes qui sont déjà dans le métier. Parce que le son demande vraiment d'être au four et au moulin de manière régulière. C'est ça qui allume la flamme en nous, véritablement. Et après, il y a ce proverbe qu'un aîné à moi, Hébron, dit toujours que l'humilité, c'est le fait de se laisser guider par une personne qui nous a précédés dans une voie. C'est d'aller vers les personnes qui font le métier avant nous, de poser le maximum de questions. Je me rappelle qu'avant de faire même le CFPA, j'ai demandé à Papa Henri, comment tu vis en tant que preneur de son et la vie familiale. Je me rappelle avoir posé la même question à monsieur Fokam Kamga, qui était chef au CFPA, qui m'a dit, en fait, je suis allé lui demander comment tu fais entre la vie familiale et le métier de preneur de son, quand je sais qu'il absorbe beaucoup. Que ce soit sur le terrain, quand ça tourne, c'est à fond, ça tourne non-stop. On finit très tard dans la nuit, on doit se réveiller. Si c'est un rat de studio comme moi,
Parfois, je ne rentre pas à la maison parce que je suis au studio, je bosse jusqu'à très tard, je finis très tard, je passe la nuit et j'arrive à la maison à des heures un peu particulières. Et c'est pas évident. Comment trouver le juste milieu? Ça implique beaucoup de communication avec les personnes de la maison, la famille, et leur parler de notre métier, de ce que ça bouffe. Il y a des moments où on est très présent, il y a des moments où on est très absent. Donc ça implique beaucoup de choses et la communication, à mon avis, est au cœur de cette réalité pour une personne qui veut faire le métier, apprendre, poser des questions, être patient, ne pas vouloir aller vite. Parce que le piège de ce siècle, c'est le SMS, la vitesse, tout va tellement vite qu'on a l'impression que la vie va vite. Alors que quand on met une graine en terre, on attend qu'elle meure pour qu'on ait un germe et après qu'on ait un arbre. Ça prend du temps. Alors, pour terminer cette émission, je vais vous amener dans un univers un peu plus technique de votre domaine. D'accord. Je vais évoquer quelques outils et langages du domaine et vous m'en donnerez l'utilité. D'accord. Donc, pour commencer, Cubase. Cubase, pour moi, c'est le logiciel avec lequel je fais beaucoup de prises et de production musicale. Donc, c'est pour les habitués de Cubase, on a ça en tête. Tic-toc, toc, toc, tic-toc, toc. C'est le métronome qui nous permet d'entamer un projet, de commencer la production d'une chanson. Stinger. Oui, c'est un langage de votre domaine? Stinger, ça m'a fait penser à quoi, Stinger? Rien, ça me renvoie. D'accord, on est à 1 sur 2. Oui. Pro Tools. Pro Tools, ouais, le gros moteur de son. C'est un logiciel qui est utilisé par beaucoup de preneurs de son pour de la musique, enregistrer de la musique live, quoique Cubase fasse pareil. Donc, c'est plus des plateformes qui ont un moteur audio assez stable et qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons et dans la plupart des gros studios pour enregistrer en live. Mais Cubase aussi. Ras, c'était un agréable moment dans le cadre de cette émission Digital Profile que nous avons passé avec vous. J'espère que nos téléspectateurs et auditeurs vont en sortir aussi édifiés que moi. Moi, ça a été un véritable privilège de passer ce bout d'éternité avec chacun d'entre vous qui nous avez écoutés, qui ont accepté s'imprégner un peu de l'univers qui me passionne, la vie par la vibration du son, pour donner plus d'amour aux humains. Merci. Merci.